Soyez les bienvenus sur le Lab Manpower Group. Alors pour accompagner les changements, on en parle beaucoup, les changements dans le monde du travail, des changements que nous connaissons tous. On parle même de basculement d'ailleurs. Les entreprises n'ont-elles pas tout intérêt à devenir des entreprises 2.0 ? Je pèse bien mes mots quand je dis ça, parce que je pense que ça ouvrira un nouveau débat. Quand je dis entreprise 2.0, cela ne signifie pas, bien entendu, des entreprises fantômes pilotées uniquement par des robots. Il en faut peut-être pour les usines, mais c'est quand même pas un aboutissement. Quand je parle de technologie dans les entreprises, c'est pour accompagner notamment les nouvelles aspirations des talents, mais aussi pour peut-être renforcer des questions d'inclusion et de diversité. Et ça, je pense que c'est super important parce que c'est aussi l'avenir des entreprises. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Tortin. Voilà, tout simplement. Eh bien, bonjour, un grand merci de m'accueillir. Je cherchais votre nom en l'instant, mais voilà. Vous êtes le directeur inclusion et accessibilité numérique chez Microsoft. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. On a parlé tout à l'heure, il y a un intitulé dans cette conférence, je crois que c'est Future of Work. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça ? Alors pour moi, le Future of Work, c'est un mélange de différents sujets. Il y a un sujet autour de l'inclusion. On voit que de plus en plus, les entreprises sont motivées pour attirer des talents en situation de handicap notamment, ou des jeunes qui sont très sensibles en fait à l'image de l'entreprise et à toutes les actions sociétales qui sont réalisées par l'entreprise. Donc il y a cette thématique-là. On a vu avec le Covid la notion d'hybridation, dans la mesure où on peut avoir des gens qui, par nécessité, doivent être dans l'entreprise à travailler. Je pense notamment dans des usines, par exemple. Mais dès qu'on commence à avoir du travail en bureautique ou autre, on peut très bien faire du télétravail. Et donc, on a vu l'avènement du télétravail avec l'arrivée de ça. Et sur ce point-là, on ne reviendra pas en arrière. Exactement, on ne reviendra pas en arrière. C'est de l'acquis, quasiment même dans des environnements publics, par exemple, où on ne s'attendait pas du tout à ce que le télétravail devienne la norme. C'est devenu la norme. Autant dans les entreprises privées, c'était déjà plus ou moins en place, mais effectivement, dans le public, c'était un petit peu moins le cas. Et là, on voit quasiment dans tous les ministères des gens faire du télétravail. Ouais. Et puis, il y a un sujet technologique, on l'a vu aussi, pour pouvoir faire du télétravail, il faut obligatoirement avoir des technologies adaptées, des technologies évidemment inclusives, pour pouvoir adresser justement tous les besoins des collaborateurs, des collaboratrices de l'entreprise. Alors, on va regarder, parce qu'il y a deux aspects dans la technologie, on va regarder le bon côté des choses, puis après on abordera quand même les questions de cohésion d'équipe, voir comment on peut résoudre ça. Mais lorsqu'on regarde les aspects positifs, quels sont les outils utilisés aujourd'hui le plus souvent dans les entreprises pour travailler dans de bonnes conditions aujourd'hui et peut-être demain? Quelques exemples en tête? Alors oui, il y a de nombreux exemples. On l'a vu avec l'avènement de l'intelligence artificielle. On a de plus en plus de gens qui utilisent leur voix pour faire par exemple de la dictée vocale. C'est non seulement pratique en termes de productivité, on va beaucoup plus vite à dicter un texte qu'à le taper à la machine finalement. On a des sujets aussi autour du sous-titrage. On a un certain nombre de personnes qui peuvent avoir des difficultés auditives ou même des personnes étrangères qui auraient du mal finalement dans des réunions téléphoniques à comprendre ce que leurs collègues d'autres pays peuvent être amenés à dire. Et le simple fait de mettre à disposition ces solutions de sous-titrage, notamment dans Teams, permet d'adresser cette problématique-là. Alors là, on a fait beaucoup de progrès. Souvenez-vous, il y a quelques années encore, c'est pas chez vous, donc j'en parle tranquillement, mais le fameux Siri de l'iPhone, quand on lui parlait, c'était pas tout à fait la même chose. Non, c'est clair, mais après, quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne derrière, l'intelligence artificielle va s'appuyer sur des données. Plus on alimente les intelligences artificielles avec de la donnée, plus elles apprennent et plus la qualité est bonne. Moi, je me souviens encore, même il y a 3-4 ans, quand je faisais des démonstrations de dictée vocale, j'avais quasiment dans chacune de mes phrases une erreur sur des mots. Là, je m'aperçois que j'ai des erreurs, un mot sur 5 phrases, 5-6 phrases, sur lequel soit j'ai mal prononcé, soit la qualité de mon micro n'était pas suffisante, ou j'étais dans un contexte ambiant qui ne me permettait pas de dicter dans de bonnes conditions. Mais là, c'est réglé, effectivement. Aujourd'hui, on dicte très bien. On dicte même quand on a des difficultés d'élocution, justement. Certaines personnes qui ont des difficultés d'élocution ne pouvaient pas utiliser ces technologies avant. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, ça va vraiment vers l'avant. Ce qui veut dire que quand on travaille chez soi, il est bon d'avoir un bon micro. Oui. Tout à fait, oui, c'est la base. Moi, j'ai acquis un micro de podcasteur pour pouvoir utiliser ma voix. Je suis en train d'écrire, par exemple, un ouvrage sur l'accessibilité numérique. Je fais presque 60-70% de mon temps, je le fais à la voix, en fait. J'ai arrêté d'utiliser mon clavier. Alors, autre point positif, accessibilité numérique permet accessibilité aux personnes.
en situation de handicap d'atteindre des postes qu'elles n'auraient peut-être pas pu atteindre. Exactement, puisqu'en fait, une des problématiques quand les ressources humaines dans une entreprise veulent attirer des talents divers, il faut obligatoirement, dans la mesure où de plus en plus de métiers utilisent des outils numériques, il faut de plus en plus prévoir de proposer des solutions accessibles. Si je recrute quelqu'un et que je ne peux pas lui fournir les bons outils et des outils adaptés à sa situation, quelque part, il ne pourra pas travailler efficacement, il ne pourra pas travailler dans de bonnes conditions, ce qui fait que les risques qu'il peut avoir, c'est soit de ne pas évoluer dans l'entreprise, soit qu'à un moment donné, on le remercie en lui disant « désolé, vous ne pouvez pas travailler efficacement pour nous ». Donc voilà. Donc c'est un prérequis pour moi, le mise en accessibilité de l'environnement de l'entreprise. Question très pratico-pratique, et après on va regarder du côté de management, qui lui doit aussi se réinventer. Mais lorsqu'on est en télétravail, bien souvent, on va tous utiliser nos propres outils. Alors vous allez me dire non, il y a ceux de Microsoft, etc. C'est pas le but de ma question, mais quelque part, on ne sait pas ce dont on a besoin. Deuxièmement, on ne sait pas ce qu'on fait de toutes les données, parce que là, parfois, on transporte des données un peu sensibles. Oui. Quel conseil vous donneriez finalement ? Alors oui, il y a deux choses effectivement. Alors le fait d'utiliser effectivement ses propres outils, les outils adaptés en fait à sa situation. Nous, par exemple, on a tendance à ne pas développer des solutions spécifiques pour répondre aux besoins du handicap. On a plutôt tendance, dans les outils classiques qui sont utilisés par tout le monde, Windows, Office, etc., à ajouter à l'intérieur de ces solutions des fonctionnalités qui peuvent être utilisées notamment pour répondre à des sujets d'inclusion, mais peuvent être aussi utilisées par n'importe qui en définitive. Donc l'idéal n'est pas de créer des solutions spécifiques pour répondre à un besoin, mais plutôt d'instiller des solutions que les personnes vont s'approprier pour travailler, avec une vraie problématique d'apprentissage de ces solutions. Alors sur l'axe données, on a par exemple côté Microsoft dû déployer des data centers sur le sol français pour être en capacité d'héberger les données à des utilisateurs des solutions, notamment de nos solutions Microsoft, parce que c'était une obligation un petit peu légale, on va dire, à cause de RGPD, à cause de la localisation de ces données. Le fait d'héberger ça sur un data center en France, ça permet de s'affranchir des problématiques perte de données dans le pays, de données personnelles. Et après, il y a le bon sens aussi, parce que c'est souvent, lorsqu'il y a une cyberattaque, il y a 98% la faute de l'homme qui a oublié de changer son mot de passe, qui a oublié des choses comme ça. Ah mais c'est clair, effectivement, le problème est plus un problème humain qu'un problème technologique. Oui. Ouais, et quand on voit le nombre de cyberattaques aujourd'hui, c'est clair. Il faut faire attention. Alors, on va, ça c'était pour, je dirais, l'aspect coulisses finalement de cette entreprise 2.0. Reste que ça, c'est décidé quand même d'une certaine manière par le manager. C'est lui qui va dire, qui va fixer peut-être le nombre de jours de télétravail, ce qu'on appelle le travail hybride. Reste que ce manager doit lui aussi se réinventer parce que finalement, il a son collaborateur qui n'est pas là, il a de la techno et il a son entreprise. Oui, tout à fait. Alors, le manager... étymologiquement, manager, c'est être en capacité finalement d'adresser la différence dans une équipe. Quelles que soient les situations de management d'équipe que l'on a, l'idéal est de pouvoir connaître les différents collaborateurs ou collaboratrices que l'on a dans l'équipe. On a une tâche à réaliser, on va la répartir en fonction des compétences des gens, en fonction, chacun a des compétences plus ou moins avancées sur certains sujets ou des appétences à faire certains travaux que d'autres n'ont pas. Et donc finalement, être un bon manager, c'est être capable d'adresser cette différence. Alors les sujets d'inclusion renforcent encore plus en fait cette sensation dans la mesure où finalement le manager, quand il doit adresser une différence réellement de capacité de la personne liée à un handicap, liée à une problématique de mobilité, liée à une problématique de vision, d'audition, enfin toute problématique que l'on peut rencontrer dans le handicap, là le manager doit encore plus s'adapter en fait à la situation. Puisque si on va demander par exemple à une personne à mobilité réduite de se déplacer énormément, forcément elle aura davantage de difficultés qu'une personne qui va marcher normalement. Parce qu'il va falloir prendre des précautions. Alors c'est pas impossible, c'est juste que l'adaptation risque d'être un peu plus forte. Et donc ça va renforcer aussi la capacité du manager à s'améliorer, puisqu'il va être en capacité de prendre du recul sur les capacités de ses collaborateurs et collaboratrices. Et prendre ce recul va lui permettre d'être peut-être plus humain vis-à-vis en fait de l'entourage qu'il a. Ouais, il n'empêche qu'on lui en demande beaucoup parce que quelque part on lui demande de lui de se réorganiser dans son management. On pourrait parler aussi des aspirations, des talents. Ils ne viennent pas dans l'entreprise souvent parce que ça ne leur convient pas. Et en plus, il doit quand même faire vivre la vie dans son entreprise. Maintenir cette culture d'entreprise. Oui. Moi j'ai l'impression que c'est un peu la quadrature du cercle.
Alors oui, en fait, pour rebondir par rapport à cette culture, on a parlé, même avant le Covid, on parlait dans les entreprises de transformation digitale, de transformation digitale et de transformation digitale. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au-delà de la transformation digitale, on a effectivement besoin d'une transformation culturelle. On parle de plus en plus de sujets autour du RSE, avec le S qui est vraiment tout ce qui va être sociétal en fait. Donc tout ce que l'on peut faire par rapport justement à des talents atypiques, par rapport au handicap, par rapport aux différences simplement, quels que soient en fait les piliers de diversité que l'on a. Et puis du coup, ces piliers de diversité et d'inclusion permettent justement d'adresser la différence, de permettre à chacun de s'exprimer de façon complètement libre en fait dans l'entreprise. Et ça c'est important parce que finalement quand on arrive dans une entreprise et que le matin on est frustré parce qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de masquer à ses collègues, parce que voilà, on a un handicap invisible, ou voilà, on est dans la communauté LGBT, ou on est voilà, quelque part ça frustre et ça quelque part nuit en fait à la productivité de la personne qui va elle-même se limiter par rapport à ce qu'elle va dire, à tout ce qu'elle va faire en fait dans l'entreprise. Ça veut dire très concrètement qu'il faut ajouter une brique supplémentaire technologique qui serait une sorte de lieu d'expression, d'agora, vous appelez ça comme vous voulez, de forum, je sais pas. Oui, alors on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, chez nous, on a eu tendance à mettre en place en fait des cafés virtuels dans lesquels les gens venaient de toute l'entreprise pour discuter de sujets pas forcément business, hein, de sujets divers et variés qui les intéressaient. Et les discussions machines à café que l'on avait avant en présentiel ont malheureusement disparu. Donc il faut réussir à trouver des solutions autres pour pouvoir reproduire ça. J'étais encore la semaine dernière dans l'entreprise, j'étais en train de prendre un café avec un collègue me dit tiens regarde, est-ce que tu connais la personne qui passe? Non, je vais te la présenter. Ce phénomène-là, quand on est en distanciel, est beaucoup plus compliqué à mettre en place, donc il faut trouver des solutions. Alors les managers ont essayé de lancer un certain nombre d'idées, hein. Ça a été de faire des événements de cohésion d'équipe en virtuel. De passer par du quiz, de passer par du ludo-éducatif, hein, de trouver des solutions un peu différentes en fait pour gérer l'équipe. Et puis on a cette notion de perte d'appartenance. Quand on n'est que en distanciel, qu'est-ce qui fait que je travaille dans mon entreprise? Alors c'est assez marrant d'ailleurs parce que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, le web n'existait pas. Et quelque part, c'était la problématique des gens qui allaient travailler en tant que consultants dans des entreprises, cette notion d'appartenance à l'entreprise qui nous paye en fait. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on pourrait pas, on ne va pas faire de la science-fiction parce que la technologie existe, est-ce qu'on peut imaginer demain cette machine à café totalement virtuelle dans le métavers? Est-ce qu'on peut imaginer des lieux de rencontre comme ça, virtuels, mais qui pourraient peut-être créer un petit lien quand même? Alors, totalement, et d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion en fait, de suivre les conférences qu'on fait ici à Vivatech, sur le stand de Microsoft, on a des gens qui sont physiquement ici, des gens qui sont physiquement chez Microsoft, on leur crée un espace complètement virtuel, et les gens échangent, comme si là on échange tous les deux en présentiel, mais on pourrait être dans deux lieux différents, on aurait l'impression en définitive d'être dans le même lieu, et donc ça va forcément faciliter, parce qu'il y a cette notion finalement de se dire on est dans la même pièce, on est ensemble. Même si on est en distanciel, le fait d'avoir un écran et de n'être que à travers un écran rectangulaire petit devant soi, on perd cette notion d'humain, d'humanité. Ce qui voudrait dire des écrans à taille humaine, de telle façon qu'on soit... il y a d'ailleurs une start-up, je ne vais pas la citer, mais je pense ce qui s'appelle La Vitre, là-bas. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, on a la Vitre en fait, chez Microsoft. On a différents lieux, puisqu'on est présent ici à Moulineau, on est présent à Lille, on est présent aussi du côté de Bordeaux et de Toulouse. On a une vitre dans chaque lieu. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on peut s'interpeller d'un lieu à l'autre grâce en fait, à ce type de technologie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui permet en fait, de recréer un peu de lien, malgré la distance. Et ça, c'est important. Ce qui pourrait être un élément qui pourrait rentrer demain pour boucler la boucle, puisque j'ai commencé par Future of Work, qui pourrait être un élément complémentaire. Mais maintenant, si vous allez mettre des écrans à taille humaine chez vous, ça va avoir un grand bureau au bout d'un moment. Oui, non, mais après, il faut réussir à trouver aussi d'autres solutions. On peut passer à travers des casques virtuels, on peut passer, enfin, il y a d'autres technologies qui peuvent exister. Mais typiquement, cette notion de métavers et cette notion finalement de se retrouver dans des lieux ensemble, en essayant de casser les barrières de la distance, finalement, c'est vers là qu'on va aller dans le Future of Work, à mon sens. Vous me confirmez, on ne reviendra pas en arrière? On ne reviendra pas en arrière, clairement. Merci beaucoup Philippe Trottin d'avoir répondu à nos questions, merci bien. Un grand merci. Merci à tous et à toutes.